poésie abstraite, je suis très content chaque fois que je reviens. Une bonne fois pour toutes, je suis un Corse amoureux des pays du Nord. Et comme chez nous, le Nord commence au-delà de Nice, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, en plus, j'ai une préférence pour le Nord-Est. Je constate que quand je vais au hasard en me promenant, je me retrouve toujours en train d'aller en sens inverse de la marche du soleil, c'est-à-dire contre le temps. Ben, surtout quand on vieillit, ça fait du bien de gagner un peu de temps. Vous voyez, voilà. Et vers l'Orient, vers l'Allemagne, vers l'Est. À rebours de la route des grandes invasions. Oh là, je suis déjà dans l'histoire, là. Alors, je suis toujours très content de revenir, surtout que c'est précisément une région, j'allais dire, marquée par l'histoire. C'est une trivialité un peu dire ça, parce que c'est pas la seule dans un pays comme la France. Vous vous rendez bien compte que du côté de Belfort, on pourrait le dire, n'est-ce pas? Je parlais d'invasion à la trouée de Belfort, vous voyez, je sais pas, la plaine d'Alsace. Hein. Il paraît qu'après la guerre de 30 ans, il y avait eu tellement de décimation, de morts, que Colbert avait importé des Hongrois, vous voyez, d'Europe centrale pour repeupler l'Alsace. C'est pour ça que le vin de Tokai, un mot hongrois, se retrouve encore en Alsace. Vous voyez, c'est les régions chargées d'histoire. Mais chez vous aussi, vous êtes sur le trajet de la barbarie, si j'ose dire. Les invasions barbares, pardon. Les barbares qui ont fait les plus très belles civilisations. Ils ont fait de très belles civilisations dès l'instant que les moines leur ont dit « ora et labora ». Prie et travail. Que les barbares, c'était pas les gens à s'arrêter et à bêcher, hein, c'était les gens à passer. C'était des nomades, quoi. Ils étaient des nomades, et puis ils se nourrissaient un peu sur le territoire conquis, et voilà, et puis jusqu'à ce que ces barbares païens trouvent tout d'un coup des moines chrétiens qui leur ont dit ora et labora. Notre civilisation commence à ce moment-là, quand le barbare germain, en général celte ou germain, c'est la même chose. Et maintenant, on fait des différences. Tout ça, c'est des steppes venues de l'Est, hein, par vagues. Alors, c'est les Celtes qui sont là d'abord, 2000 ans après, on les appelle des Germains, les Gaulois. Tout ça, c'est bien de l'Est, parce qu'arriver en Bretagne, c'est fini. Hein, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il s'arrêtait là, et il bêchait. C'est dur, hein, pour un barbare de se décider finalement à prendre racine, à cesser de brûler. Vous connaissez le plus illustre d'entre eux, Clovis, n'est-ce pas? Que l'histoire de France, en principe, commence avec Clovis. Avant, comment on appelle ça? Les temps obscurs. Donc, je ne peux pas trop vous en parler. Je vais revenir après sur tout ça de manière plus philosophique, mais là, c'est du matériau qu'on connaît tout de même. Or, Clovis, chacun connaît, n'est-ce pas, l'anecdote de son baptême, le barbare, vous savez, vous connaissez l'histoire, hein, pour les beaux yeux de Clotilde, il avait dit, moi je veux bien devenir chrétien si ton Dieu me fait gagner la bataille. Alors, bien sûr, il a gagné la bataille, et il s'est converti, et surtout que Clotilde lui avait dit, moi tu ne m'épouses pas si tu ne deviens pas chrétien. Ça, jusque-là, pour l'instant, c'est des deals assez classiques à l'époque, et puis, au moment du baptême, Saint Rémy, l'évêque de Reims, la fiole de Reims, ça commence là. Hein. Avec nos rois, ils ne sont pas légitimes s'ils n'ont pas l'onction de la fiole qui est à Reims. Vous connaissez la parole qu'a dit Rémy, n'est-ce pas? Ora et labora. Baisse la tête, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Et oui, jusque-là, ils brûlaient des couvents, des églises, parce qu'il y avait de l'or dedans, n'est-ce pas? C'est un Corse qui vous parle, hein, la rapine, la mafia, nous on connaît. Hein. Et ou les pilleurs d'épaves aussi, vous savez, on a ça en commun avec les Écossais, les régions pauvres. Quand il y a un bateau qui passe chargé de richesses, on fait des faux phares, des faux feux sur la côte comme ça pour qu'ils viennent se fracasser, puis on pille tout ce qu'il y a dedans en massacrant l'équipage. C'est pas moi, hein, c'était nos ancêtres. Oui, je suis dans l'épaisseur historique déjà là. Alors, soyons sérieux, je suis en train de vous raconter des histoires alors que je suis là pour parler de l'histoire. Et en plus, pas en général, je viendrai sur l'histoire, puisque vous en avez déjà parlé dans le cadre de cette série d'entretiens, mais en se regardant sur cette question précisément, l'histoire est-elle une matière? Alors, et dès le départ, on a ici une ambiguïté, parce que, vous voyez, tantôt l'histoire désigne précisément la matière, parce que la matière aussi, on peut rebondir. Hein. Je suis navré pour vous, hein, je suis obligé de vous embêter avec les mots, mais il m'a demandé d'intervenir. Moi, je ne suis pas historien, je suis philosophe. Or, un philosophe, il n'est pas philosophe s'il ne commence pas par interroger les mots. C'est sa différence avec toutes les autres disciplines.
Les autres disciplines commencent par la chose dont ils parlent. Un zoologue s'occupe des animaux, un botaniste s'occupe des plantes. Un philosophe, il dit qu'appelles-tu une plante, qu'appelles-tu un animal? Et comment tu fais la différence? Là, je vais m'attarder un peu. Je n'ai pas l'air de parler d'histoire, mais vous allez voir que c'est important pour définir la notion de matière. Vous me direz, ben, on le sait bien, enfin, s'il y a une poule qui rentre ici, je sais bien que ce n'est pas une plante. Oui, ben moi aussi, je sais bien, mais c'est pas toujours aussi simple. Le corail, c'est quoi? C'est une plante ou un animal? Pas évident, parce que vous allez me dire, la poule, elle bouge, elle se déplace comme nous, quoi. Un arbre, il est planté là, et puis voilà, il ne bouge plus. Ben, le corail non plus, il ne bouge pas. Et pourtant, il est classé dans les animaux. Et puis ça bouge, les végétaux, mais de bas vers le haut, pas de gauche à droite, vous voyez? C'est pas si simple. Le bananier, c'est un arbre ou pas? C'est une plante. Vous voyez, c'est bien c'est pas évident, parce qu'un arbre, vous enlevez le bois, c'est plus un arbre. Le ligneux, legno, comme on est italien pour le bois, hein, ça vient des arbres. Et ben, le bananier, c'est une herbe géante, hein, vous êtes d'accord? Voilà, quoi. C'est pas simple quand on regarde de près. Alors, pareil ici. À partir de quand je suis dans l'histoire? Premièrement, il faut donc établir des distinctions. Règle générale en philosophie, les concepts, c'est comme des culottes, ou plutôt des élastiques de culottes. Je veux dire par là que s'ils sont trop lâches, ils ne servent plus à rien. Les culottes vous tombent sur les chevilles et donc elle a perdu sa fonction. Et vous voilà bien embêté. Donc il ne faut pas qu'un mot veuille tout dire parce qu'il ne veut plus rien dire. Il faut le limiter, il faut, comme on dit en philosophie, le déterminer. J'ai dit limite et là je dis terminer. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Il faut que ce soit défini. Il ne faut pas que ce soit indéfini. Donc, premier distinguo, l'histoire, c'est pas tout le temps. Vous devinez qu'on va parler du temps obligatoirement, puisque si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous allez dire Paganini nous fatigue, on ouvre un dictionnaire et puis c'est tout. Ben, ce serait simple, si tous les problèmes, la liberté, la démocratie, il suffisait d'ouvrir la rousse pour savoir la vérité, on le saurait. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est un bon début. Puis c'est une manière de faire de l'autodocumentation, c'est très bien, mais ça ne fait que faire rebondir le problème. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans les dictionnaires? L'histoire, c'est l'étude du passé, des événements passés, oui. Mais déjà, ça pose des problèmes énormes. Ça veut dire l'étude de quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'il nous dit le philosophe? Ben oui, ce qui est passé, ça n'est plus. Si ça n'est plus, ça n'est pas. L'avenir, ce n'est pas encore. Le passé, ça n'est plus. Il n'y a que le présent qui est. Vous êtes d'accord? Je suis un peu abstrait là, mais il faut. Pour montrer que ce n'est pas simple, ces disciplines. L'histoire, ça n'est plus. Et on ne parlerait pas d'histoire. Il n'y aurait pas de discipline de science historique si, heureusement, pour nous, le passé, on avait arraché au passé quelque chose qui est encore présent. On voit encore les pyramides d'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du vestige. Parce que ça a perduré jusqu'à l'aujourd'hui, jusqu'à l'ici et le maintenant. Si ça n'était que du passé, on ne pourrait pas en faire la science, parce que ça n'est plus, ça n'existe plus. Vous voyez? Par exemple, tous les problèmes que pose ça, c'est tous les problèmes liés au temps. Alors, je ne vais pas vous faire pour l'histoire le coup que nous a fait saint Augustin, qui était un immense philosophe, j'ai du respect pour saint Augustin, c'est un des pères de l'Église, mais c'est un des plus fut-fut, si je peux me permettre. Or, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase célèbre sur le temps, une des plus belles qu'on ait dit sur le temps, et en même temps qui montre son humilité. Grande vertu cardinale chez les chrétiens, l'humilité. Pas la modestie c'est une posture. Je fais le modeste comme ça, parce que ça fait bien, ça va te faire des sympathies. Non, moi je préfère le vaniteux qui en rajoute, qui fait tout un cinéma, mais qui sait que lui, il n'est rien. Ça, c'est l'humilité, vous voyez. C'est par rapport à soi, l'humilité. C'est pas comme la modestie par rapport aux autres. Donc, voilà, il était un humble, Augustin. Tout évêque d'Hippone qu'il ait été. Et du temps, il dit ceci, et regardez bien, parce qu'on va le retrouver pour l'histoire. Le temps, quand on ne me demande pas ce que c'est, je sais ce que c'est. Quand on me le demande, je ne le sais plus. Vous voyez, c'est humble. Ben pour l'histoire, c'est pareil. Ça avait l'air simple au début, vous voyez. Mais avec mes petites apories, déjà, on voit que c'est compliqué. Alors, je vais m'appliquer pour l'instant à accumuler les éléments qui nous montrent que c'est problématique, la notion d'histoire, d'abord. La première, c'est celle qui répond directement à ta question, mais plutôt pour l'ouvrir que pour la clore, hein, à savoir, est-elle une matière? Mais la notion de matière elle-même, vous voyez, renvoie à, tantôt c'est l'objet de la discipline, j'ai dit tout à l'heure,
les animaux sont la matière de la zoologie, les plantes sont la matière de la botanique, donc là, le mot matière désigne l'objet, tantôt la matière désigne la discipline elle-même. Les mathématiques, les lettres, l'histoire, la géographie sont différentes matières, différentes disciplines. Déjà, il y a une ambiguïté, puisqu'on passe de l'objet au sujet, de la chose dont on parle à celui ou à celle qui en parle. Vous voyez, c'est pas simple. Première chose. Donc, est-elle une matière? Eh bien, c'est à la fois la matière et comme sujet, c'est-à-dire le fait d'en parler, l'étude des événements passés, et en même temps les événements passés eux-mêmes. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, on ne parle d'histoire, et ça tous les historiens, malgré tous les différends qu'ils peuvent avoir, se retrouvent là-dessus. L'histoire commence lorsque finit la préhistoire. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est important. Or, vous le savez tous, quel est l'événement qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire? C'est quoi? Merci madame. C'est-à-dire à partir du moment où il y a des scribes, des intellectuels, enfin du travail intellectuel, des scribes qui ont commencé à écrire. C'était déjà des disciplines historiques, parce que la plupart du temps, au début, c'était les exploits du pharaon, hein, et il a défait les Hittites et il les a écrasés. C'est pas toujours vrai, mais enfin, il fallait montrer que le pharaon, c'était le plus fort, le plus beau et le meilleur. Je vous dis ça parce que dès l'origine, on voit que l'histoire, c'est pas fait pour dire la vérité a priori. Hein. C'est fait pour plaire à celui qui emploie l'historien au départ, hein, quand même. À l'origine, hein. Puis ça a fait des progrès. Hein. Je dis pas qu'on peut dire n'importe quoi en histoire, mais on est toujours un peu marqué par les origines. Il en a fallu du temps pour que l'histoire se dégage de ce qu'on appelle l'hagiographie. Graphie, écrire pour célébrer. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge les chroniqueurs. Chaque roi avait son chroniqueur. Et le roi s'est levé, il a fait ceci, voilà, et il a négocié avec le grand Mamamouchi, parce qu'on avait déjà des rapports compliqués avec l'Orient. Et encore que la France avait des rapports plus proches que n'importe quelle autre nation, et François Ier, il a fait une alliance avec Soliman le Magnifique, hein. Il n'était pas bête, pour contourner légèrement l'Autriche. Je pense à un autre souverain dont on parle assez peu. Je fais des parenthèses comme ça parce qu'il faut mettre de la chair et du sang, hein, sur ces abstractions. Et puis je vous fatigue mes abstractions, donc ça repose un peu de temps en temps. Et un souverain dont on parle moins, mais bien moins connu que François Ier et Louis XIV, c'est Frédéric II. Non, pas le Prussien, qui est intéressant aussi, mais non, le Frédéric II Hohenstaufen. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui en ont entendu parler? Oui, c'est un blond aux yeux bleus, hein, vous le devinez, quand on s'appelle Hohenstaufen, il y a des chances que ce soit un blond aux yeux bleus. Hein. Ce moment-là, c'est un blond aux yeux bleus qui est allé une seule fois en Allemagne pour attraper une angine, il n'est jamais retourné, il détestait, et il a vécu là où il est né, presque toujours en Sicile. C'est une carrière originale. Souverain, c'est le Saint-Empire romain germanique, vous savez, XIIIe siècle. Eh bien, ce Bosch, si je fais exprès, j'ai de l'affection pour lui, c'est pour ça, qui encore maintenant est connu pour ses ouvrages sur l'oisellerie, sur la fauconnerie, sur la chasse aux oiseaux, avec les oiseaux de proie, avec des enluminures, une splendeur. On a des manuscrits qui sont une valeur inestimable. Et le premier qui rentrait sans coup férir à Jérusalem, en pleine croisade, en plein affrontement entre l'Orient et l'Occident, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, l'affrontement. Il est entré sans coup férir parce qu'il parlait l'arabe, il parlait l'hébreu. C'est lui qui a fondé à Palerme la première université de l'histoire de l'Europe. Oui, je m'attarde sur Frédéric II, c'est des belles figures quand même. Et il a osé mettre des médecins juifs pour enseigner la médecine à Palerme, parce que c'était l'avant-garde des médecins juifs en médecine qui sont passés après en Espagne et qui ont fait la grande tradition de la médecine. Bref. Oui. Et il était ami avec le grand souverain de Jérusalem, Saladin, enfin Al-Din. Hein. Bon. Et voilà, donc il est entré sans coup férir. C'est pour vous dire, bon, raconter. Et ben on parle moins de ce roi-là, vous voyez, que des gorgeurs de l'époque. Hein. Voilà. C'est pour ça que je me suis un petit peu attardé sur lui, je referme la parenthèse. Donc, merci beaucoup madame, si l'écriture sanctionne la fin de la préhistoire et le début de l'histoire, c'est que l'histoire, c'est-à-dire comme matière au sens objectif, c'est-à-dire les événements qu'il faut étudier, commence à partir du moment où la discipline historique devient une écriture. Vous voyez que les deux fusionnent là. Là, on le voit bien.
Donc on ne dit plus à notre époque les peuples sauvages, les peuples primitifs, ça ne veut rien dire. Un peuple peut être primitif techniquement, par rapport à nous, en termes relatifs, n'est-ce pas, en production par unité de temps, par exemple, et nous dépasser d'un point de vue esthétique ou moral, je veux dire, c'est des termes relatifs, c'est des jugements de valeur, c'est primitif. Tandis que là, avec l'écriture, on a une norme objective. Que ça apparaisse en Chine, c'est à peu près le même moment. En gros, entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, l'écriture surgit. Plutôt en Orient, et même en Extrême-Orient, et surtout au Moyen-Orient, principalement tout ce qui gravite autour de la Chine, le Moyen-Orient, la Mésopotamie, bien sûr, n'est-ce pas, et l'Égypte. Et là, on a les premiers graphes, les premières pierres qui parlent. Et les premières choses écrites, d'ailleurs, vous le savez sans doute, ou quelques-unes d'entre vous le savent sans doute, les premières choses qui ont été écrites, c'est pas des idées ou des pensées, c'est des calculs. Il a fallu d'abord faire la comptabilité de mes chèvres, de mes femmes, de mes... excusez-moi pour les choses corses qui ne peuvent pas s'empêcher de faire suivre les chèvres par les femmes, c'est terrible. Je veux dire, c'est macho. Et de mes royaumes, de mes richesses, c'était d'abord des comptables. Hein. Et comme c'était sur des cailloux, calculum, en latin, calculus, calcul, vous voyez, ça vient de là, hein, quand même. Ça se retrouve avec les calculs dans les reins, vous voyez. Et donc, l'histoire, elle commence quand on l'écrit. Auparavant, je ne dis pas qu'on n'a pas d'éléments, hein. On a fait d'énormes progrès sur l'habitat néolithique, sur les ressources nutritives de Cro-Magnon, savoir si nous avions peut-être en nous des... Vous avez dû voir ça sur Internet, soit des documentaires très bien faits. Nous avons aussi quelques gènes que nous partageons avec Néandertal. Vous savez, on a longtemps cru que c'était des anthropologies séparées. Maintenant, on sait qu'il y a une période où Homo sapiens, c'est-à-dire nous, a vécu aux côtés de Néandertal, et qu'il y a eu des croisements des deux côtés. Voilà, on a calculé qu'il y a, je crois, 3% à peu près de gènes de Néandertal en moyenne, hein, en chaque Homo sapiens. La proportion augmente dans certaines régions d'Asie ou diminue, enfin très peu en Afrique où il y a eu très peu de Néandertal. Voilà. Donc il y a eu des événements, les études ont progressé, des méthodes de datation, carbone 14, etc., par mesure isotropique, mais comme il n'y a pas d'écriture, on ne fait pas d'histoire. C'était l'oralité qui était la principale. Je suis venu ici, et grâce à votre invitation, et faire une petite causerie sur l'histoire par la musique. La musique de l'histoire, ça s'appelait. C'est sur Internet, encore maintenant, je pense. Et j'ai essayé de montrer, après tout, que ce qu'ont ressenti les gens en sortant du Moyen-Âge au XVIe siècle, ou en y entrant à la fin de l'Antiquité, peu importe, je veux dire, c'est peut-être la musique de chaque époque qui exprime le mieux ce que les gens ressentaient. Les monuments, la peinture, nous fait voir ce qu'on voit de l'extérieur, mais ce que les gens vivaient de l'intérieur, c'est peut-être la musique, plus encore que les textes qui l'expriment le mieux. Voilà, j'étais parti de cette hypothèse. Et ben, j'aimerais bien savoir la musique qu'écoutait Néandertal au point du feu. L'élément rythmique devait avoir une part, mais pas seulement. J'ai vécu assez longtemps dans les pays de désert. Et j'ai été frappé de voir qu'il y a une parenté. Bon, les déserts, enfin, entre les régions encore un peu vertes et les régions où il n'y a plus de verdure du tout, le désert proprement dit, il y a ce qu'on appelle, en économie de développement, la zone agro-pastorale, parce que c'est trop sec pour qu'il y ait de la culture, mais il y a encore de l'élevage sur des steppes à l'infini. Abraham faisait paître ses troupeaux sur une terre sans limite. C'est comme ça que commence une étude de Hegel sur l'esprit du judaïsme et son destin. Abraham, celui qui a tout fondé, n'est-ce pas, y compris pour les musulmans, qu'il appelle Ibrahim, c'est le même. Tout commence avec lui. Dans la Bible, on dit qu'il s'en vint d'Our en Chaldée. C'est loin de la terre promise, c'est très loin d'Israël. Chaldée, c'est au fond du golfe Persique, là. Hein. Abraham s'en vint d'Our en Chaldée. Et pendant longtemps, il a erré avec ses troupeaux. J'en parle parce que le désert, c'est l'infini. L'indéterminé. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Et c'est dans ce genre... On comprend... Je m'attarde un peu parce que, comme j'ai eu la chance de vivre dans les pays de désert,
c'était en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, si vous voulez être politiquement correct, ce qui fait rire les Africains. Enfin, parce qu'ils disent les Blancs, ils ne sont pas idiots. Et quand on est en pays désert, on comprend que les religions de la transcendance, on est en histoire, les religions de transcendance ou du monothéisme, il y en a trois, je les donne dans l'ordre chronologique, judaïsme, christianisme, islam, les trois sont nés dans un mouchoir de poche géographique qui est le désert. Ça ne doit pas être des hasards. Certainement pas, parce que quand on y est, on s'aperçoit que dans ce décor de néant, le salut ne peut venir que d'en haut ou de nulle part. Alors qu'en Grèce, dès que vous voyez une petite source dans la verdure, il y a des nymphes sous ces sources, vous voyez, le paganisme est pas loin. Voilà. Tahiti, n'en parlons pas, c'est des natures animées. Et des divinités souvent basées sur la production, la vie de tous les jours, des divinités de l'agriculture, du climat, de la pluie, des plantes, des sources. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, et c'est là qu'est né le monothéisme, n'est-ce pas? Et pour illustrer dans le texte biblique, je ne sais pas si vous vous rappelez les tout premiers mots, comme c'est écrit, ça fait partie de l'histoire du peuple juif, et donc de notre histoire, parce qu'ils nous ont transmis une bonne part de leur religion. Que sont les premiers mots que dit l'Éternel la première fois qu'il surgit dans le Sinaï, là, à Moïse? Avant les 10 commandements, avant même de dire il y avait l'imprononçable, je suis celui qui suis, avant même. Qu'est-ce qu'il dit la première phrase? Que quelqu'un le sait. Enlève tes sandales parce que tu es sur une terre sainte. Oui. D'abord, le désert c'est ça, c'est le sacré. En ville, on tire les rideaux, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais enlève tes sandales. Ici, tu es sur une terre sainte, tu es sous l'œil de Dieu. Le néant, extraordinaire. Voilà. Donc, c'est pas un hasard, si vous voulez, si ça a commencé dans ce genre de territoire, l'écriture. Je parle de l'écriture, je n'ai pas encore dit l'écriture alphabétique, qui est un progrès fabuleux. Vous vous rendez compte si les Grecs n'avaient eu que l'écriture iconographique, il n'y aurait pas eu de miracle grec, il n'y aurait pas eu cette agilité de la pensée, la philosophie, la mathématique, ce pouvoir d'abstraction que seul l'alphabet peut donner. Vous vous rendez compte, le petit écolier égyptien, le pauvre, il a 3500 signes à apprendre. Nous, on en a combien? 24, 26, ça dépend un peu des langues. Mais avec ces 24, 26, on peut faire toutes les combinaisons possibles. De même, vous voyez ce qu'on doit aux Arabes, aux civilisations arabes, n'est-ce pas? De 0 à 9, 10 signes, c'est tout, pour exprimer tous les nombres. Vous vous rendez compte, si on était resté aux chiffres romains, quelle bande d'abrutis. J'adore l'Empire romain, c'est une grandeur, hein. Mais en mathématiques, il n'y a pas un seul grand mathématicien latin. Comment voulez-vous qu'il y en ait avec un système d'écriture pareil? C'est pas sérieux. Hein? 1, c'est un bâton, 2, c'est 2 bâtons, 3, c'est 3 bâtons, à 4, on commence à mélanger les pinceaux, il faut mettre des lettres. Et puis après, on s'embrouille, vous vous rendez compte? 1227 bâtons, on ne s'y retrouverait plus. Et c'est rien, 1227, oui, en astronomie, il y a des chiffres autrement plus. Ouais. Là, nous, on a 10 chiffres, et avec ça, siffle, c'est un mot arabe. Et avec ça, on exprime tous les nombres. Vous voyez la différence entre le signe ici et ce qu'il désigne. Le chiffre n'est jamais que la manière de signifier le nombre, la quantité. Tout ça pour s'attarder un peu sur cette révolution que fut l'écriture et qui sanctionne le passage de la non-histoire, qu'on appelle proto-histoire, préhistoire, à l'histoire. Alors, c'est pas tranché à l'âge, c'est pas un 31 décembre à minuit qu'on est passé de la préhistoire à l'histoire. Hein. Il y a des périodes un petit peu intermédiaires, de proto-urbanisation, tout ça fait d'énormes progrès en archéologie, c'est très bien. Mais enfin, le grand critère, il est là. Donc viennent ensemble des phénomènes comme l'écriture, l'urbanisme, le fait de passer de la campagne, de la brousse, on dirait plutôt en Afrique, parce que la campagne, ça suppose déjà 10 000 ans d'histoire qui a travaillé la nature. Hein. Pour faire le bocage normand ou les paysages de la Haute-Marne, avec cette jolie alternance de champs et de forêts, il faut quand même de longs siècles d'histoire, et beaucoup de vaillants bûcherons, et des casseurs de cailloux. Je dis ça parce que si on me demande demain, n'est-ce pas, de faire signer une pétition parce qu'il y a une magnifique chapelle romane dans un champ de blé et que McDonald's il veuille y faire un parking, je signerai la pétition, tout anti-écolo que je sois. Pardon, je suis connu pour être l'homme le plus anti-écolo d'Europe, paraît-il. Mais je ne suis pas un écolo méchant parce que je la signerai, la pétition, je ne suis pas idiot.
Mais ce faisant, et là où je ne suis pas dans le discours, dans la réalité, je ne suis pas idiot, je ne me couche pas sous les voitures en aspirant avec délice leurs émanations, leurs gaz d'échappement, ne vous inquiétez pas. Mais c'est le discours que je combats. Ce n'est pas la nature que je défends en signant. Parce que je fais cette parenthèse à propos de casser les cailloux, ni la chapelle, et encore moins le champ de blé, ne sont de la nature, c'est du travail humain. Faire un champ de blé, il faut casser les cailloux, il faut passer la charrue, il faut revenir, il faut être têtu, il faut arrêter quand c'est la boue et revenir. Et la chapelle, vous vous rendez compte, tous ces trésors manuels et intellectuels qu'il y a dans la conception de la chapelle et dans sa réalisation, quand même. C'est à l'homme que je rends hommage, c'est l'humanité là, que je protège, c'est pas la planète. La planète, elle sera là quand on sera tous morts. Elle était là bien avant qu'on soit là, elle a liquidé les dinosaures sans sourciller. Je m'attarde un peu parce que je suis dans le sujet, vous croyez que je m'égare, hein? Parce qu'on parle d'histoire naturelle un peu par métaphore. Je ne suis pas sûr que la nature est une histoire. Ce qui se répète, c'est pas de l'ordre de l'histoire. Vous voyez, déjà, même après l'apparition de l'homme, il faut des millions d'années, puisque je crois qu'on en est maintenant à entre 3 et 5 millions d'années pour l'apparition de l'homme à peu près. Et avant d'arriver même à l'Homo sapiens. Donc, il y avait de l'homme bien avant qu'il y ait l'histoire. Je remplis mon contrat, je vous ai dit, l'histoire, il ne faut pas que ça veuille dire tout, sinon ça ne veut plus rien dire. Donc on a vu que ça ne veut pas dire le temps en général, maintenant on voit que ce n'est pas le temps de la nature. Il y a du temps dans la nature, hein. Il y a de l'évolution, Darwin, il y a de l'évolution, bien sûr. Hein. Et pas seulement des êtres vivants, d'ailleurs, il y a l'évolution des galaxies, des étoiles, etc. Mais ce n'est pas l'histoire. Alors, c'est quoi la différence? Là, maintenant, je vais arrêter d'être abstrait, et je vais vous partir d'un exemple. Alors là, vous voyez, j'en ai été presque au Big Bang, et je reviens pratiquement à l'époque contemporaine, parce que c'est plus familier à tout le monde, c'est quand même pas... Je remonte à la fin du dernier conflit mondial. Je consulte par écrit, vous voyez, ce que j'ai noté, parce que j'en crois pas mes yeux. Et pour être sûr que je ne dis pas des bêtises. Les premiers sondages par l'IFOP, qui ne s'appelait pas tout à fait l'IFOP, ont lieu dès fin 1944, dans l'après-guerre. Il y a un spécialiste, Frédéric Dabi, enfin, vous n'êtes pas obligé de retenir, qui s'est spécialisé dans l'étude de l'histoire des sondages et d'opinion. Donc, c'est quand même précieux aussi de savoir qu'on a commencé à noter vos opinions. Il a fallu du temps pour arriver à l'écriture, il a fallu du temps pour que l'écriture soit alphabétique, et avant qu'on écrive vos opinions, il a fallu encore beaucoup plus de temps, c'est récent quand même. On a demandé, la question c'était ça, en France ici, hein. On l'a fait dans plusieurs pays d'Europe, mais je vous donne les résultats en France. Quelle est selon vous, on a fait en 1944, hein, la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie? Avec en tête, parce que les autres, c'est tellement des petits pourcentages, ça ne compte pas, il y a 3 pays qui se dégageaient, c'était les USA, l'Union soviétique et l'Angleterre. L'URSS répond 57%. 57% des interrogés pensent que c'est l'URSS qui a joué le plus grand rôle dans la défaite d'Allemagne nazie. USA, 20%. La même question, on la pose en 1964. Je fais un bond là. Hein. Moi je suis né en 1945. Ouais. Je commence à passer à la maturité un petit peu là quand même, en 64. Et on pose la même question. USA 58%, URSS 20%. Ça c'est complètement inversé. C'est intéressant. Après tout, on parle des mêmes événements, la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas qu'il y a une différence entre les deux sondages, c'est plus qu'une différence, c'est une inversion. Parce qu'entre-temps, la légende s'est emparée de l'histoire. Et la légende, vous la connaissez, il faut des supports, moi aussi. Moi, je suis allé voir comme vous le jour le plus long, vous voyez, hein. La légende. Il y avait la barbarie nazie, puis l'Amérique est arrivée et nous en a délivré. Non. Non, elle est arrivée en 1944 quand les soviétiques étaient aux portes de Berlin. Et avec déjà 30 millions de morts dans les jambes. Et donc je le dis, j'aurais été le premier fusillé sous Staline, hein, je dis ça pour être clair et pas faire croire que je vous dis... Donc je vous le dis clairement que si nous sommes passés aux bottes nazies maintenant, c'est à cause du plus grand sacrifice jamais consenti par aucun peuple dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on parle d'histoire, c'est celui de l'armée rouge. Et des civils russes, hein, parce que les Allemands n'étaient pas dans le détail. Hein.
Voilà. C'est pour montrer que c'est complexe l'histoire. À partir du moment où on l'écrit, je vous l'ai dit, au début on écrit pour le pharaon, on n'écrit pas pour la pure objectivité scientifique. Vous comprenez pourquoi j'ai insisté sur le scribe, j'avais l'air de m'attarder. Donc je répète, c'est un qui veulent le noter, mai 45, URSS 57%, USA 20%. Juin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 64, excusez-moi, juin 2004. C'était au moment où on fêtait le débarquement, c'était la première. Et d'ailleurs, c'est le premier anniversaire mémorial décadaire du XXIe siècle, en juin 2004. Donc, et là, ça s'inverse, donc, USA 58%, URSS 20%. Et là, c'est pourtant notre histoire, sans laquelle on ne peut même pas comprendre ce qui se passe à l'est de l'Europe, en Ukraine, je veux dire, et n'en parlons pas dans les pays baltes. Moi, j'ai entendu, là, récemment, que les pays baltes, il faut les comprendre, ils sont anti-russes, bah, dites donc, ils ont souffert, ils ont sur la férule. Ah oui, ah bon? Je sais qu'ils ont déboulonné la statue du monument aux morts soviétiques, ils ont laissé 200 000 hommes, les soviétiques, en Lituanie, pour la libérer des Allemands. Et ils ont remplacé par la statue du SS lituanien qui a collaboré avec les Allemands. Bon, il faut faire attention à l'histoire. Sinon, elle nous rattrape, je veux dire, voilà. Si on n'étudie pas, elle nous rattrape. Et on s'étonne. Tiens, comment ça se fait que Trump a été élu? Ah, le Brexit, ça alors? Ah, le non-référendum français. Dans les 3 cas, personne n'annonçait le résultat. Vous êtes d'accord? C'est qu'on nous racontait des histoires à propos de l'histoire. Sinon, on ne comprend pas les peuples. Et je n'ai pas dit que les 3 résultats me réjouissent. Hein. Je vous dis que leur point commun, c'est qu'ils n'étaient pas prévus. Par ceux qui nous racontent l'histoire. Avec un grand H. C'est ça que je voulais problématiser. J'ai un 3e exemple pour problématiser. Alors, je vous promets que je ne vais pas trop vous frustrer, je suis en train de vous dire ce que l'histoire n'est pas. Hein. C'est le côté négatif de la philosophie, on commence par là, mais je vous rassure, la philosophie n'est pas le scepticisme. Je vous promets qu'en échange après, on va essayer de construire une histoire, mais ensemble. Après, je ne vais pas vous imposer la mienne. Pas faire comme ceux contre qui je mets en garde maintenant. L'histoire écrite par les vainqueurs, comme tu disais très justement. Mais attention, oui, c'est bon, on peut dire, bon, l'histoire est écrite par les vainqueurs, voilà. C'est pas si simple, parce que l'Union soviétique et les USA sont 2 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et pourtant, on ne nous raconte pas à part égale leur même histoire. Ils ne doivent pas raconter la même chose, n'est-ce pas, aux écoliers russes, à ce qu'on nous raconte à nous. Vous voyez bien. Déjà, en Russie, ça s'appelle la Grande Guerre patriotique, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, encore une anecdote quand même, avant de passer à la partie plus positive de mon intervention. Il faut me surveiller hein, pour le temps, pour le timing. Il faut me surveiller parce que je voudrais donner la parole au public. Qu'est-ce que je ferais sans le public? C'est bon, c'est bon. Comme disait Lacan, avant de signifier quelque chose, toute parole signifie pour quelqu'un. Les quelque chose ne me répondent pas, seuls les quelqu'un peuvent répondre. Oui, cet exemple, je l'ai pris dans un roman que je vous recommande, il doit être dur à trouver. Hein. Pourtant, il a été édité chez Gallimard, à NRF, hein, c'est des collections. C'est pas confidentiel. Mais un auteur un peu oublié, c'était au début des années 70, cet auteur s'appelle Kant. Vous allez me dire, on voit venir en tant que philosophe, là, on vous demande de parler d'histoire et vous nous parlez de Kant. Non, c'est pas Kant le philosophe, c'est pas Emmanuel Kant, c'est beaucoup moins connu, c'est Hermann Kant, un romancier. Mais un romancier de ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est à l'époque, ou la République démocratique allemande, comme vous voulez, mais qui écrivait tellement bien, qui a fait un tellement bon roman que même Gallimard à l'Ouest, qui n'est pas connu spécialement pour ses sympathies pro-soviétiques, avait décidé d'éditer ce superbe récit. Son titre, c'est Die Aula, en allemand, l'amphithéâtre. Les Allemands aiment bien garder les termes antiques pour les choses universitaires. On va manger au restaurant universitaire à la Mensa, et on va écouter le prof dans Aula. L'amphithéâtre, ça s'appelle l'amphithéâtre. Hermann Kant. Le pitch, comme on dit maintenant, l'histoire, je vous le résume très vite. Vous allez voir à quel point ça plonge dans la question qui nous préoccupe ce soir. Le narrateur, qui parle à la première personne, est chargé de faire le discours de clôture de l'ABF. Qu'est-ce que l'ABF? Alors, le narrateur, nous sommes en Allemagne de l'Est dans les années, fin des années 60 à peu près, milieu des années 70. Et clôture, qu'est-ce que c'est que l'ABF? C'est l'université, je vous le dis pas en allemand, l'université des ouvriers et des paysans, fondée en 1946.
sur les ruines dévastées. Vous imaginez que c'est l'Allemagne à l'époque. J'ai eu une épouse allemande avec qui je reste en très bons termes d'ailleurs, et qui m'expliquait, elle a 10 ans de plus que moi, donc elle a connu la guerre. Et elle avait arrivé les soviétiques dans la maison, elle a vu ça. Hein. Et en même temps, elle m'a dit que les autorités nazies, quand elle avait 8 ans, ont prouvé à ses parents par certificat qu'elle était bien aryenne sur 3 générations. Ouais, elle connaît bien l'époque. Hein. Et elle me disait, c'est l'époque où on n'a même pas de papier, de ficelle pour faire des colis. Ouais, c'est toujours les civils qui copent dans les guerres, vous voyez, quel état. Donc, l'idée de fonder cette ABF, c'est-à-dire une université pour ceux qui n'avaient jamais eu, pour les classes sociales qui n'avaient jamais eu la chance d'être scolarisés et a fortiori d'aller jusqu'à l'enseignement supérieur. C'était une révolution, quelque part, dans la société, n'est-ce pas? Et donc, le passage que je veux vous citer, je ne veux pas trop m'attarder, c'est leur premier cours d'histoire. Donc vous voyez arriver des gens d'une trentaine d'années, hein, qui ont quitté le champ, l'atelier, l'usine, pour suivre leur premier cours d'histoire, alors qu'ils étaient partis pour avoir une vie où jamais on s'approche des murs d'une université, sauf peut-être pour balayer le trottoir devant. Et bien sûr, le prof, c'est quelqu'un qui sort des camps, hein, c'est le roman, et qui leur dit, alors il paraît que je dois vous enseigner l'histoire. Eh bien, je crois que je vais vous apprendre à désapprendre. Je cite le roman. Il est important en histoire d'apprendre à désapprendre. Ainsi, vous avez appris ceci. Et d'ailleurs, la preuve que vous allez apprendre à désapprendre, c'est que je vais me servir d'un poème pour vous dire ce que c'est que l'histoire. Je suis surpris. Pas sérieux, quoi. Un poème. Et il lit un texte qui commence comme ceci, c'est très court, je vous rassure. On dit que les pharaons ont construit les pyramides. Qui a vu les pharaons se courber sur le sable? On dit que les rois ont construit Thèbes aux 7 portes. A-t-on vu les rois ramasser les pierres? Et quand on a construit la muraille de Chine, où a-t-on mis les maçons à la fin? Alors un doigt se lève et dit, monsieur, je crois que le poème est de Brecht et qu'il est magnifique. Oui, mais on n'interrompt pas mon cours, répond le professeur. Mais c'est très bien. Vous voyez ce qu'il a voulu faire comprendre, il faut apprendre à désapprendre. On nous apprend que les rois ont construit les pyramides. C'est pas les rois qui ont construit les pyramides, c'est des millions d'anonymes. Et les cathédrales, c'est pareil. Moi, j'admire ceux dont la foi leur a fait sculpter des saints, des gargouilles, des diables et des bons dieux, si vous voulez, dans des endroits que personne ne va jamais vérifier, sans signature, sans rien. Vous voyez, avec un soin, avec un dévouement. Et ceux-là, on ne connaît pas leur nom. Signez pas, il faut attendre la Renaissance, 16e siècle, avec l'individualité qui commence à apparaître, pour qu'on voit marqué Tiziano, le Titien. Mais ça, c'est récent, c'est moderne déjà. Vous voyez. Je tenais à citer ce passage de ce roman, hein, où en abîme, il y a une citation d'un poème, pour problématiser, d'une manière encore plus radicale, vous voyez, ce que c'est que la matière de l'histoire. N'est-ce pas? Et ça va être mon dernier exemple. Après, je vais revenir à des généralités, parce que je scie entre l'abstrait et le concret, parce que être trop abstrait, c'est fatigant, et être trop concret, on n'avance pas trop. Donc, parce que le concret est très, très complexe, on n'avance pas assez vite. Donc, je voudrais tout de même encore maintenant vous dire, on entend souvent cette expression, aujourd'hui, nous avons atteint le stade de la conquête spatiale. Ce qui est vrai, ce qui est exact, si vous voulez, vrai au sens d'exact. Encore que veut dire ici nous? Allez dire ça aux Papous de Nouvelle-Guinée, qui ont du mal à contrôler la maîtrise du feu. Et vous leur dites, aujourd'hui, nous tournons autour de la Terre dans des satellites qui nous permettent aussi d'avoir des communications sur nos portables. C'est qui nous? Vous voyez? Et là, je ne dis pas ça pour vous décourager, hein, au contraire, on progresse. On ne peut pas répondre à la question de savoir si l'histoire est une matière si on ne dit pas l'histoire de qui, de quoi. On voit bien que nous allons dans l'espace, c'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour les Papous. Et là je parle des Papous parce que c'est exceptionnellement primitif, sans jugement de valeur, c'est-à-dire, je précise, au niveau purement technologique, au niveau de la maîtrise des contraintes naturelles, si vous préférez,
pour des raisons que c'est à la fois une île et qu'il y a des montagnes de 3000 mètres et des jungles, et que c'est tout, ça fait 3 raisons déjà d'être isolé, n'est-ce pas, et que le progrès circule moins dans les endroits confinés, c'est un Corse qui vous le dit. Rousseau compare la Corse et la Suisse quand il fait son projet de constitution pour la Corse. Il dit, le point commun, c'est qu'on est isolé par des montagnes. Vous voyez, il isola. Et donc, qu'est-ce que je montrais avec mon histoire de Papou? C'est que j'ai pris un exemple limite, mais une immense majorité du continent subsaharien, de l'Afrique noire, si vous voulez ne pas parler comme les organisations internationales, c'est ce qu'on appelle le continent de l'oralité. L'alphabétisation est encore une chance en Afrique noire. Moi, j'ai eu des élèves de rêve en Afrique noire. Vous comprenez pourquoi? C'est tellement une promotion sociale de s'asseoir sur les bancs de l'école qu'on ne va pas embêter le prof en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une promotion, ils sont attentifs, ils sont demandeurs. Ils se lèvent quand on entre dans la classe, ils disent bonne arrivée et bonne guérison quand on a été absent 2 jours pour une grippe ou pour un accès palustre. Voilà. Donc c'est pour rappeler que quand même il y a une immense partie de la population d'Afrique noire qui a à peine accès à l'écriture. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des modes de communication numérique, tant mieux. Mais c'est qui? Alors, on va essayer de répondre à la question. On va dire, attendez, faut pas trop finasser non plus. On va dire, nous, les peuples développés. Alors, en économie, je passe l'histoire à l'économie, ce sont des disciplines parentes. Je ne connais aucune économie étudiée par les sciences économiques qui ne s'inscrivent pas dans une histoire déterminée. Que ce soit l'économie des Inuits, ou celle du Maroc, ou celle du Kamtchatka, je veux dire, c'est toujours dans l'histoire d'un peuple déterminé qu'on peut détacher le secteur économique et l'analyser à part, avec les déterminations qui lui sont propres. Donc, en économie, on appelle développer pour pas que ce soit des jugements de valeur. Si c'est des jugements de valeur, on n'est plus en science. Je fais une petite parenthèse, parce que c'est important pour être clair. Les jugements de valeur s'opposent en philosophie. Bon, on a convoqué un philosophe, je suis obligé de philosopher un peu, hein. Quand même, puis c'est utile. Les jugements de valeur s'opposent au jugement d'existence. Alors c'est très facile à retenir, parce que dit comme ça a l'air abstrait. En fait, c'est très concret. Si je dis ce stade mesure 600 mètres, 400 mètres, pardon, la piste olympique. Si ce stade mesure 400 mètres, cette piste mesure 400 mètres, c'est un jugement d'existence. Si vous ne croyez pas, vous mesurez, puis on se met très vite d'accord. On est à bien faite, si vous voulez. Si je dis cette piste est bien faite, le mot bien introduit un jugement de valeur. Vous voyez bien la différence, mais vous ne la voyez pas encore tout à fait. Je vais prendre un deuxième exemple, mais je vais revenir après, sur le stade. Si on me demande... Non, je reste au stade. Qu'est-ce que ça veut dire bien fait, ou mal fait d'ailleurs? Je vais poser la question que vous poseriez aussi, ça dépend, c'est pour faire du football ou du hockey sur glace ou de l'athlétisme. Avouez que ce n'est pas les mêmes normes. C'est pas le même cahier des charges, comme on dit. Je sais pas. Donc, les jugements de valeur n'ont aucun sens si on ne précise pas la fin qui leur donne un sens. Si la fin, c'est de faire du hockey sur glace, alors bien sûr, on va voir si la température est suffisante pour pas que ça fonde et tout ça. Voilà, très bien. Voilà. Si la piste ne va pas se détruire à la première course, si c'est du tartan bien solide, voilà. Et non pas de la cendrée comme on avait avant. On a gagné quelques dixièmes grâce au tartan. Donc, j'ai introduit une distinction très importante. Deuxième exemple, la pluie est-elle utile ou est-elle néfaste? Vous voyez que ça ne veut rien dire. Elle est une catastrophe pour le plagiste, pour mon cousin qui a une paillote sur la plage, en Corse. C'est une catastrophe pour lui. Et pour l'agriculteur, c'est une bénédiction. Y compris pour mon autre cousin José, qui lui a un vignoble. J'invente. Je pourrais avoir un cousin José, ou Toussaint, ou Doumé, c'est toujours les mêmes prénoms. Voilà, vous voyez que ça ne veut rien dire ici, néfaste, utile, si on ne pose pas la question, pour qui, pourquoi faire? Utile vient de ut, et ut en latin, ça veut dire afin que. C'est le latin pro. Une programmation, c'est pas quelque chose d'objectif, ça fait intervenir un sujet, un quelqu'un, pas seulement des quelque chose qui poursuit un but.
Oui, je fais ce détour un peu abstrait, mais qui nous permet de voir les choses ici de manière plus rigoureuse et plus claire. Donc quand je dis nous allons dans la Lune aujourd'hui, mais nous, c'est les peuples développés, ce qui est déjà un peu plus précis, un peu moins vague et donc un peu moins faux que le premier énoncé. J'ai fait ce détour pour préciser que développer n'est pas ici un jugement de valeur, donc il faut donner une échelle de mesure, comme on a fait pour le stade la piste qui mesure 400 mètres. Dans les organismes internationaux, on passe du sous-développement au développement quand l'agriculture cesse d'occuper le premier rang dans le produit national brut. Il est évident que pendant les millénaires, l'agriculture était presque le seul secteur économique, si vous voulez. Presque. Il y avait un petit peu un embryon d'artisanat, je sais pas. Et l'industrie vient très tard. Bon, dans les pays dits développés, il est évident que les revenus industriels, voire même des services, c'est pas au-delà de l'industrie, qui présupposent, parce que ne croyez pas que Amazon c'est de l'immatériel, il y a d'énormes usines, des souffleries, vous connaissez ça mieux que moi, comment ça s'appelle, des centres de données, qui supposent d'énormes ventilations, croyez-moi, et beaucoup de manutention. Donc, vous voyez, les pays développés, ça veut dire ceux qui ont été produits par ce seuil historique où l'industrie, et ce qui est au-delà de l'industrie, tertiaire, quaternaire, j'ai travaillé pour une boîte de consulting à une époque qui s'appelait Quaternaire Développement, pourquoi pas quinténaire. Voilà, mais enfin ça veut dire que voilà, on n'en est plus aux paysans maliens, ou pire, à la femme sahélienne. Pardon de le répéter, mais je ne peux pas m'empêcher de rendre hommage à la femme du Sahel, n'est-ce pas? Le pilier de l'économie africaine. Quand tous les matins elle se lève pour aller faire 10 km à peu près pour trouver de l'eau dans un pays où il n'y a pas d'eau, où l'eau est tellement rare. Attendez, ce n'est que le début de la journée. Après, quand elle a fini d'aller chercher l'eau, elle fait 10 km à pied pour chercher du bois pour chauffer l'eau. Parce qu'il y a eu des coopérants écolos qui ont décidé que mettre du charbon, du gaz, tout ça serait une catastrophe, ça troublerait les équilibres naturels dans ces pays encore vierges qui vivent en harmonie avec la nature. Je me calme. Donc, elle fait 10 km pour chercher du bois pour chauffer l'eau dans un pays où l'arbre est rare. Ça, elle, croyez-moi. Il y a même des réglementations, il ne faut pas qu'elle se fasse pincer trop pour certains arbres. Et après, elle commence à piler. Et la journée commence pour de bon, avec un enfant dans le dos et presque un dans chaque bras. Voilà, je voulais rendre un petit hommage. Quand je dis que c'est l'agriculture qui est la principale ressource, l'économie des pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé, n'est-ce pas, on dit en voie de développement, c'est un hommage à tout ça quand même, je veux dire. Beaucoup de sueur. Et donc, ce sont certains peuples, alors on va dire la France, la Chine, les États-Unis, la Russie, vont dans la Lune, sont dans la conquête spatiale. Chacun ses spécialités. Ça va pas non plus. C'est pas le berger corse qui va dans la Lune non plus, vous voyez. C'est important. C'est là que je fais revenir le poème de Brecht. Vous voyez pourquoi je l'ai. Celui qui dit on dit que les pharaons ont construit les pyramides. A-t-on vu les pharaons se pencher sur le sable? C'est dans les peuples qui fait l'histoire, qui a fait les pyramides, vous voyez. C'est intéressant. Donc c'est pas seulement, je ne suis pas passé de l'humanité à préciser, à focaliser sur un peuple ou sur une culture ou sur une race, sur une couleur. C'est pas les blancs qui vont dans la Lune non plus, c'est trop abstrait. Pas. Les Japonais sont plus développés, n'est-ce pas, que les Hongrois qui sont blancs. Économiquement, je précise, pas de jugement de valeur. En PNB par habitant. Là, ça devient un jugement d'existence, ça se mesure. Voilà. Donc, je problématise. C'est l'histoire de qui, de quoi? L'histoire. Et là, maintenant, je peux revenir à Saint-Augustin. Il avait bien raison de dire le temps. Quand on me demande pas ce que c'est, je vois en gros ce que c'est. Quand on me le demande, je ne sais plus. Et là, je vais vous faire comprendre ce qu'il veut dire par un exemple archi simple, mais archi simple pour nous introduire à ce qu'il y a de plus compliqué. Hier, j'étais malade, aujourd'hui, je suis bien portant. Bref, j'ai changé. C'est un exemple simple.
Cette phrase est incompréhensible du point de vue strictement logique. J'ai changé. Dans cette phrase, il y a d'une part l'affirmation que quelque chose a changé, ma santé par exemple. Elle était mauvaise hier, elle est bonne aujourd'hui. Et puis en même temps un mot, je, qui est toujours le même, là, donc qu'il soit malade ou en bonne santé, c'est toujours le même je. Et là on affirme le contraire du temps, ce qui ne bouge pas, qui se maintient. C'est toujours de moi que je parle, du même moi. N'est-ce pas? À moins que je sois menacé par la psychose. Je suis sérieux. Souvent, c'est ce qui permet de distinguer la psychose, la folie qu'on enferme, si vous préférez. Comme si on dit les zinzins, c'est un peu vague. Mais si psychose, c'est pas la névrose. La névrose, la dépression, c'est grave. Docteur, il faut m'aider, je m'en sors plus. Ça, c'est plutôt bon signe. Je vais demander à me soigner, ça veut dire que je suis encore lucide, je sais que je suis malade. Tandis que le psychotique, je lui dis, je suis Napoléon et allez vous faire foutre. Et puis là, il ne voit pas qu'il est malade. Hein. Il dit que c'est vous qui êtes malade de ne pas comprendre qu'il est Napoléon. Ça, c'est la psychose. Lui, il n'est pas sûr que ce soit le même jeu. C'est la perte d'identité. Je ne suis pas je suis Napoléon. Oui, pourquoi je passais par le psychotique, hein. C'est que ce n'est pas évident que je suis je. Eh bien, je suis en train de vous rappeler ce que Galilée, le premier, celui qui a fondé la physique scientifique, hein, avant de délirer sur la nature, à partir de Galilée, on peut faire une science de la nature. Physis veut dire nature en grec, la physique ça vient de là. Galilée est le premier qui a établi la relativité. Mais non, mais ça va pas, c'est Einstein, Pagani, Ligatiz là. Non, Einstein c'est la relativité du temps. Galilée avait déjà établi la relativité du mouvement. Hein. Einstein et Newton avant lui le savaient très bien que c'était lui le fondateur. Ça veut dire quoi? Vous l'avez tous vu à la gare quand vous partez. Vous ne savez pas si c'est vous ou le train d'à côté qui part des fois. Hein. Ça veut dire que pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un point fixe. Vous voyez le rapport avec j'étais malade, aujourd'hui je vais bien. Pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne change pas. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. Hein. Il faut qu'il y ait un point fixe. Si je suis en Hollande, allez, je vais radicaliser l'exemple. Je prends la Hollande parce que c'est plat. Puis parce que j'aime bien, c'est un beau pays. Hein. Moi je suis un Corse amoureux des pays du Nord. Je suis dans un champ de tulipes là. Et puis, je vois, il y a des canaux de tous les côtés, en plein milieu du pays, là-bas. Hein. On ne sait jamais où est l'eau, la terre. Bon. Non, et je vois passer une péniche, là. Hein. Plutôt, je la vois à peine, je vois le type qui marche sur sa péniche. Je suppose qu'il marche de l'avant vers l'arrière, exactement à la vitesse où la péniche se déplace. Et bien, par rapport au champ, il va faire du surplace. Vous voyez? S'il n'y a pas un point fixe, un repère, un laboratoire, on dit en physique, le laboratoire par rapport auquel je juge qu'il y a un mouvement. On ne peut pas décider qu'il y a un mouvement. Autrement dit, comment ça s'appelle en français? Le plancher des vaches. Oui ou non? Ça veut dire vraiment ce qui ne bouge pas. Alors qu'on est en train de bouger à 30 km/s, c'est beaucoup, hein, autour du soleil. Tout ça là, tout, c'est en train de bouger. Comment ça se fait que l'eau ne sort pas du verre? Ben, vous le savez, vous l'avez appris en physique. Le principe d'inertie, c'est parce que tout se déplace à la même vitesse. Et à partir de Galilée, on ne peut pas décider si on est en repos ou en mouvement. Autrement, c'est pas qu'on ne peut pas savoir, c'est trop compliqué, c'est beaucoup plus radical que ça. C'est que c'est un faux problème, c'est mal posé. C'est pareil pour un physicien, un problème de science, le repos et le mouvement. Quand le mouvement se fait à la même vitesse, vous le savez, quand un train est bien, je suppose un train, bon TGV, où il n'y a pas trop de chaos, c'est pas, ou un avion, c'était même la publicité, c'est qu'on peut laisser le crayon à la verticale, c'est pas, où la pièce de monnaie elle tombe pas, pour montrer que l'avion n'a pas de vibration, alors, pas au décollage, pas à l'atterrissage, mais en vitesse de croisière, ça veut dire que quand tout se dépasse à la même vitesse, on est au repos, on est en mouvement, c'est pareil. La différence, c'est quand il va y avoir un changement de vitesse, et ça s'appelle en physique une accélération. C'est pas le langage courant, hein. Accélérer en voiture, ça veut dire qu'on va plus vite, alors que ralentir, c'est une accélération en physique, c'est un changement de vitesse, accélération négative. Voilà, je ne m'attarde pas, je ne suis pas là pour parler des sciences de la nature, mais des sciences humaines. Et pourtant, histoire de qui, histoire de quoi? Vous comprenez pourquoi j'ai posé le problème? Vous voyez où je veux en venir? On a parlé d'identité française il n'y a pas si longtemps. Comment voulez-vous faire l'histoire de France si on n'a pas défini quelque chose qui ne change pas tout au long des changements qu'étudie l'histoire de France, qui est la francitude, la francéité, je ne sais pas comment le dire. Vous voyez? Parce que ça aussi, ça a mis du temps à apparaître. Quand je vous ai parlé de Clovis, la personne parlait de la France. On parlait des Francs. Vous savez ce que ça veut dire, franc? Dans les langues indo-européennes. Frei, en allemand, ça veut dire quoi? Bien, libre, voilà. Free, frei, libre.
Ça veut dire quoi, la liberté démocratique? Non, mais c'était les égorgeurs, ça va pas dire ça. Ça veut dire celui qui est au combat à gagner. Donc il ne va pas être esclave, il va être le maître. Il reste libre. C'est un peu inquiétant comme conception de la liberté. C'est un monde libre, c'est un drôle de monde libre. Je ne suis pas en train de désigner un peuple ou une nation. Là. Presque tous les peuples sont passés par là, par des rapports de force, avant d'établir des rapports de droit, tant soit peu. Je fais une parenthèse. Vous allez me dire, oui, il va nous parler de Rousseau, le contrat social, que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne convertit sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est magnifique, c'est historique, c'est à partir de là que vraiment on passe d'un monde à l'autre, du moins quand on le met en pratique, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais non, mais je généralise. C'est là où ça devient fort intéressant. Je généralise parce qu'une fois, un de mes auditeurs africains m'avait dit, vous avez la chance en Europe, vous n'avez pas la corruption comme nous, puis vous avez la démocratie, vous pouvez vous développer. Et comme il avait la peine, j'ai voulu quand même lui faire du bien. Et je lui ai dit, j'ai essayé de lui dire ce que je pensais, la vérité. Je lui ai dit, détrompe-toi. Chez nous, c'est des voyous qui gouvernent. Je fais allusion à personne, je ne fais pas de la politique politicienne. Vous pouvez mettre les partis que vous voulez, ça m'est égal. Même sans en mettre aucun, c'est pas la question. Mais ce qui est bien chez nous par rapport à vous, c'est qu'il y a plusieurs voyous qui gouvernent et qui se regardent en chaîne de faïence. C'est que chez vous, il n'y en a qu'un, où il y a une famille ou un clan qui met tout le pays en coupe réglée. Évidemment, c'est un peu plus embêtant. Autrement dit, il faut des contre-pouvoirs. La démocratie, elle est née comme ça. Quand un autre voyou a dit, attention, hein, les impôts, tu en fais quoi? Moi aussi, je veux ma part. Oui, c'est ça. C'est pour dire, c'est pas au nom de valeurs que ça s'est installé. C'est d'abord des équilibres, on est tous passés par la barbarie, voilà ce que je veux dire. Hein. Il n'y a pas des avantages d'origine à ce niveau-là. On est tous passés par là, et puis progressivement, on s'est organisé. Tant mieux, hein, je suis en train de dire tant mieux. Hein. Je ne déplore pas qu'il y ait plusieurs voyous au pouvoir, c'est déjà mieux que lorsqu'il n'y en a qu'un. J'étais très inquiet quand il y a eu le référendum sur l'Europe de voir que j'écoutais France Culture, je suivais un petit peu un truc surtout à 5h du matin, parce que France Culture ne m'intéresse pas du tout aux autres heures, où il y a les cours du Collège de France que je vous recommande pour les insomniaques. C'est pas un hasard, à mon avis, si on est mis à cette heure-là, alors là, c'est bon, hein, on peut tout savoir sur l'écriture persane dans le XVe siècle, bref. Mais par contre, j'étais étonné de voir qu'aux heures de grande écoute, là, quand il y a les actualités, les débats, quand il y a les débats autour du référendum sur l'Europe, il n'y en avait pas un qui défendait le non. Donc, quand je dis la pluralité, on n'est pas tiré d'affaire encore. Hein. Et combien de journaux aux États-Unis prévoyaient la victoire de Trump? Vous connaissez, il y avait 187 qui disaient qu'il allait perdre, et il y en avait 2 qui disaient qu'il allait gagner. Oui, je ne veux pas donner des leçons aux Africains en disant, chez vous, le pouvoir est trop monocolore. Je referme ma parenthèse. C'est important pour relativiser un petit peu les concepts. Donc, j'ai pris ces exemples radicaux pour montrer que ce n'est pas l'histoire d'un peuple, quand on dit nous allons dans l'espace, ce n'est pas l'histoire d'une race, d'une couleur. Alors c'est l'histoire de quoi? On a vu que les Japonais, je vais vous donner un exemple, étaient plus développés que les Lituaniens ou les Hongrois, et puis c'est pas infamant d'être moins développé. Encore une fois, on peut être immense musicien et avoir des handicaps économiques, c'est autre chose. Donc, c'est de qui et de quoi fait-on l'histoire? Vous me direz, de l'humanité. Mais on a vu que l'humanité se répartit d'une manière très inégale et qu'aujourd'hui, le papou de Nouvelle-Guinée n'a pas la même histoire, n'est-ce pas, que celui qui vient de mourir, là, tenez, Glenn, vous savez, le pauvre premier astronaute américain qui vient et qui, à 82 ans, avait été volontaire pour un dernier vol spatial pour montrer que le troisième âge, c'était quand même... hein 77. On n'était pas cuit, pardon 77, pas 80. Oh, c'est mon côté corse, il faut que j'en rajoute, je suis désolé. Bon, pas Marseille, sinon j'aurais dit 150. Peut-être. Merci pour la précision. J'avais cru entendre qu'il avait 80 ans. 77. Quand il est mort? Non. Quand il a fait le vol? Il a fait le vol, il est mort à 95. Voilà. Merci. Donc voilà, c'est l'humanité. Mais alors, l'humanité, on en est là maintenant. Si c'est l'histoire de l'humanité, et là je vais passer un petit peu à la partie positive, je suis obligé tout de même, avant
de vous mettre en garde contre un des fléaux de la pensée dominante de notre époque, c'est un certain relativisme. Je dis un certain, parce que j'essaie d'être honnête et prudent, parce que le relativisme est des fois utile pour combattre le dogmatisme. Très rapidement. À la Socrate, très rapidement, mais clair. Vous demandez dans les rues d'Athènes, c'est quoi la beauté au premier dogmatique venu, en général celui qui n'a pas beaucoup voyagé. C'est une métaphore. Et on peut voyager intérieurement sans se déplacer localement, mais enfin, il va dire, la beauté, c'est, voilà, moi j'ai construit le Parthénon, c'est ça la beauté. Ou j'ai sculpté la Vénus de Milo, la beauté c'est ça. Pourquoi le crépuscule il n'est pas beau? Si, il est très beau, ouais, mais ça n'a rien à voir, dis donc. Je regarde les deux, la Vénus de Milo et le crépuscule, pas les mêmes couleurs, pas les mêmes... Mais t'as raison, oui, il faut problématiser. Socrate c'était ça, c'est malin, hein, c'est malin. Le dogmatique c'est celui, vous voyez, qui a une représentation dans la tête, il n'en bouge pas. Alors, son adversaire, alors il n'est pas philosophe, hein. Philosophe, c'est quelqu'un qui pose des questions, non pas qui a des réponses toutes prêtes, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui cherche des... Le philosophe cherche des problèmes à ses solutions. Alors que l'opposé du dogmatique, qui n'est pas philosophe, c'est-à-dire tant qu'on est dans le dogmatisme, on n'est pas encore dans l'interrogation, dans le souci philosophique. Et puis à l'opposé, quelqu'un qui n'est pas philosophe non plus, mais qui est l'opposé dogmatique, c'est le sceptique, son vieil adversaire. Le dogmatique, quand vous le posez, que puis-je savoir, il répond tout. Le sceptique, il répond rien. Il n'y a pas de vérité, c'est relatif à chacun, c'est ça le relativisme. Hein? Le vin te paraît amer. Il est amer, il te paraît sucré, il est sucré. Ça, c'est Protagoras qui disait, chaque individu est la mesure de toute chose. Ça c'est bien, hein? C'est très à la mode en pays capitaliste. Je ne maudis pas le capitalisme, je ne le fais pas ses louanges, je fais un jugement d'existence. Je constate que si je suis pour la libre entreprise, le libre marché, et que chacun dans sa bulle et dans son île et dans sa Robinsonade, comme dit Marx, n'est-ce pas? Et qu'on ne m'embête pas avec les impôts, avec l'État, avec les règlements, avec les taxes, avec les syndicats, qu'on laisse faire ce que je veux, la libre entreprise, hein, la liberté du renard dans le poulailler ou du loup dans la bergerie, comme on voudra. Là, je suis plus péjoratif. Tous les capitalistes ne sont pas comme ça. Mais, objectivement, maintenant, en jugement d'existence, ça encourage le scepticisme. C'est que chaque individu est le maître chez soi, hein, et qu'il n'y a pas d'universel. Voilà ce que je combats. Il n'y a pas d'universel dans le relativisme. Il n'y a que du particulier. Le vin te paraît sucré? Il est sucré, il paraît amer. Il n'y a pas de vin en soi. Bref, vous et moi, on n'a rien à partager. On n'a rien de commun. Je ne vous dis pas qu'on fasse la communion. Je joue sur les mots, vous avez remarqué là. Mais nous sommes en train de communiquer. J'espère que vous allez me poser des questions. Ça me donnera le signal. Et si nous communiquons, regardez bien le mot dans votre tête. Hein, vous présentez le mot écrit. Regardez bien, c'est écrit dedans. Il y a marqué commun dans communiquer. Si nous communiquons, c'est que nous avons quelque chose de commun, contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire le sceptique pour nous désespérer et nous enfermer chacun dans nos bulles respectives. Ne serait-ce que la langue française, là, oui, on a un code linguistique commun, comment voulez-vous sinon qu'on s'entende? On aurait peut-être d'autres moyens, on a la langue des signes, mais il faut qu'on ait quelque chose de commun pour communiquer. Sinon, on nous enferme, les femmes dans les femmes, les hommes dans les hommes, les Hutus dans les Hutus, les Tutsis dans les Tutsis, les chiites contre les sunnites, et vous voyez que vous retrouvez l'actualité terrifiante de la guerre de chacun contre tous. Il faut me faire croire qu'on n'a rien de commun. Et là, je peux balayer dans ma porte, parce qu'en Corse, je suis fatigué de voir marquer sur les murs les Français dehors et en dessous les Arabes dehors par les mêmes. Ça veut dire qu'il y a que les Corses qui sont bons. Ben oui. Bon, pauvre malheureux. Voilà. Donc, quand je dis l'humanité, vous voyez bien que c'est problématique encore, parce que, moi je l'affirme, hein, je pense que ça existe, l'humanité. Je ne vais pas le démontrer, parce que ce serait un autre débat intéressant. Hein. Ça existe. Je pense qu'il y a quelque chose de commun entre les Bantous, les Papous Nouvelle-Guinée dont je parlais, Mozart, Einstein, etc., et Hitler. Pas de raison que ce soit uniquement dans l'excellence. C'est humain. Les hommes sont capables du meilleur comme du pire. Parce que l'homme est l'animal qui parle. Et Ésope avait déjà vu dans l'Antiquité que la langue est la meilleure et la pire des choses. Parce qu'avec la langue, vous pouvez communiquer, élargir les connaissances, vous pouvez aussi calomnier, vous voyez, mentir. Et c'est intéressant, Ésope, hein, celui qui a inspiré les fables de La Fontaine, le fabuleux fabuliste de l'Antiquité. 20 siècles plus tard, un immense poète, un des plus grands de l'Occident, comme il s'appelle Hölderlin, disait le plus périlleux des biens est la parole à l'homme donné.
Donc voilà, je pense déjà, par exemple, que cette forme de communication très particulière qu'est le langage. Alors bien sûr, vous allez me dire comme les élèves, mais monsieur, les animaux qui parlent, ils parlent, là, moi je l'ai vu à la télévision, les animaux ils parlent. Bah, vous n'avez pas comparé la télévision et un malheureux prof de philo. C'est pas équitable. L'évidence, c'est une autorité que je n'ai pas. Soyons sérieux. Oui, les animaux ont des modes de communication, ça c'est clair. Et même très développés quand on pense aux dauphins ou aux abeilles. Vous voyez? Quelqu'un connaît un peu ici le langage des abeilles? Vous avez lu des trucs dessus? Qu'est-ce qu'elles arrivent à se communiquer comme données? Elles font une danse et elles arrivent à donner une latitude et une longitude, je crois. Pardon? Elles font une sorte de danse en forme de 8 et qui Bravo, une danse en forme de 8. Hein? Et qui communique une latitude et une longitude. Où se trouve Une spatialisation, une localisation. Oui, C'est-à-dire que la danse exprime la direction dans laquelle l'essaim doit suivre l'éclaireuse, hein, pour aller vers le butin, vers là où il y a du pollen, un champ de colza, hein, mais aussi s'il est loin ou s'il est près, par la fréquence, oui. hein, par la vitesse avec laquelle elles parcourent le 8. C'est vachement au point, ça, quand même, vous vous rendez compte? Rien à voir avec le langage humain. Vous allez voir les différences, elles sont énormes. Premièrement, c'est un comportement inné. Alors que moi, je ne suis pas né avec des chromosomes de langue française. Je veux dire par là que vous, comme moi, on serait né chez les Chinois, on aurait été élevé par des sinophones, on parlerait chinois. Ce n'est pas de l'ordre chromosomique, la langue. Le fait de pouvoir parler, peut-être, oui, vous voyez, peut-être si on n'avait pas le larynx en évolution, oui. La possibilité de parler, la possibilité n'est pas une réalité, hein. Je ne développe pas parce que sinon ça m'en renverrait à l'en-soi et au pour-soi chez Hegel. Mais c'est intéressant. Pour ceux qui disent, mais tout est déjà là. Non, oui, tout est déjà là, si on veut. C'est bien, mais on peut progresser quand même. Ça, c'est les paresseux. Je pense que tout est déjà là. C'est ceux qui oublient qu'une plante, ça s'arrose, ça se soigne, ça se greffe, ça se travaille quand même. Voilà, bon. Ne nous égarons pas. L'exemple compte pour la suite du débat. Et vous comprenez pourquoi j'en veux un petit peu au relativisme, c'est nous enfermer un petit peu dans des particularismes. J'ai fait allusion au mot qu'avait trouvé Marx pour parler de ça. Il se moquait un peu des économistes bourgeois et il disait qu'ils racontaient des Robinsonades. Quand ils disent, à l'origine, les hommes ont décidé de se grouper en société parce qu'ils sont aperçus que pour courser le mammouth, c'était quand même mieux d'être plusieurs que seuls. C'est vrai, hein, que pour courser un mammouth, il vaut mieux être une société qu'un individu. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire Marx dit, il s'imagine qu'à l'origine, chaque producteur était isolé comme Robinson dans son île. Vous comprenez pourquoi la Robinsonade? Exactement comme l'entreprise d'aujourd'hui. Autrement dit, ils projettent leur idéal du présent. Chaque producteur, on l'a vu tout à l'heure, libre entreprise. Hein. Je vais mettre chez moi dans mon île. Hein. Robinson, c'est le mettre chez lui. Hein. Même quand il rencontre enfin un être humain, c'est pour instaurer une relation de maître à esclave. C'est intéressant. Profond ce roman. Hein. Qui refait les origines de l'humanité. Donc, vous voyez, la Robinsonade, c'est typique de l'illusion. C'est pas différent du vrai, c'est l'inverse du vrai. On projette le présent, des réalités qui ne sont valables qu'aujourd'hui dans l'économie moderne et bourgeoise. Et Marx est un admirateur des progrès que la bourgeoisie a fait faire. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ce qu'il n'a pas écrit, hein, par rapport à la féodalité. Hein. Mais elle projette ce présent moderne sur les origines. C'est ça qu'il appelle les Robinsonades. Alors, essayons de ne pas faire la même chose et de ne pas isoler chaque culture dans sa bulle. J'affirme donc l'humanité, j'en étais là. Et je présume donc qu'il y a un universel, mais pas un universel au sens spatial, pardon de redevenir un peu abstrait, hein, mais pas spatial au sens que je peux dire un universel spatial quand je dis que la Lune est une planète et non pas une étoile. C'est dans l'espace parce qu'elle a de commun avec toutes les autres planètes que la lumière n'émane pas d'elle-même, mais qu'elles ne font que refléter la lumière venue d'ailleurs, qui vient des étoiles qui, elles, produisent leur propre énergie, leur propre lumière, etc., comme le Soleil. Bon. Où je veux en venir, je suis en train de dire que je ne veux pas donner une définition empirique de l'homme, qu'il suffit d'écarter les yeux pour voir ce qu'il y a de commun entre tous les hommes. Prenez même un microscope, vous n'y arriverez pas comme ça. Aussi peu que de savoir ce que c'est qu'une table. Je dis ça parce que quand je demandais à mes élèves africains, c'est quoi une table, ils étaient un peu déçus. Je croyais qu'en philosophie, on allait parler des choses profondes, de l'éternité, de la mort, de Dieu. Et puis tout le monde, je leur demande ce que c'est qu'une table. On tombe un peu de haut, franchement. Mais j'étais pas déçu par la suite.
Parce qu'il me répondait pour s'en débarrasser, ben, la table, c'est quelque chose que, regardez bien, hein, si on utilise des yeux, c'est rectangulaire, c'est en bois, ça a 4 pieds. Ah, vous avez jamais vu des tables rondes? Ah oui. Ah, c'est pas la forme. Bon, admettons. Mais, ah ben c'est pas la matière non plus, parce qu'il y a des tables qui sont pas en bois, hein. Il y a des tables en fer dans les bistrots. Il y a des tables en or chez les ministres, ou en cristal. Il y a des tables en papier sur les cahiers d'écoliers, ça s'appelle des tables de multiplication. Non, soyons sérieux. Alors si c'est pas la matière, si c'est pas la forme, là ils étaient paniqués, il n'y a plus de table. Le mot est là, et la chose a disparu. Non, je ne vais pas vous faire languir. Une table, vous savez ce que c'est. C'est une fonction. Vous savez obscurément, et maintenant ça devient clair. Mais vous vous en doutez, c'est une fonction, c'est ce qui sert à écrire, à manger. Et pour ça qu'il faut que ce soit assez plat, effectivement. Et donc, je renverse tout. Je voudrais vous révéler votre liberté dans ce domaine. Je suis dans le langage, toujours, si vous regardez bien. Dieu a donné à Adam le privilège de nommer les créatures. Si nous sommes en pique-nique, comme on l'a fait à Ermenonville, n'est-ce pas? Et que nous n'en avons pas, là, on a bénéficié de petites tables qui étaient dans le parc, un peu comme des tables de station d'autoroute, ce qui était très bien agréable. Mais s'il n'y en a pas, vous avez tous pique-niqué comme ça dans la nature, c'est très agréable. Je vous conseille de le faire chez moi en Corse. Les Corses sont un peu embêtants. Ils savent que les touristes, ça rapporte de l'argent, il ne faut pas trop vous embêter. Mais au bord d'un torrent, c'est une merveille, ça. Quand vous êtes fatigué de l'eau salée, vous allez vous rincer, mais 20 minutes de voiture, c'est un torrent limpide, un décor du Canada, mais un Canada avec 28 degrés, un ciel bleu. Ah, j'en tremble d'émotion. Bon, moi j'adore ces pique-niques. Donc, on va choisir une table, et je vois un rocher, qui est un peu plus plat que les autres, et je dis, vous dites, ce sera notre table, et vous faites comme Adam, à qui Dieu avait donné le privilège de nommer les créatures. La table ne préexiste pas à une intention. L'objet, tout objet nommé, ne préexiste pas à une intention humaine. Il y a une fonction, une finalité, si vous voulez être un peu plus philosophique, un peu plus abstrait, un but derrière chaque concept. C'est ce qui sert à. C'est ça la vérité de la table. Après que vous la faites en papier, en machin, c'est la fonction que vous poursuivez exactement. Hein, une table de travail d'ingénieur, c'est pas tout à fait les mêmes conditions que. Comment ça s'appelle là dans les cuisines maintenant? Un espace de. Travail. Oui, une table de travail, voilà. Très bien. Voilà. Donc, je dis pareil pour l'humanité. C'est une notion à construire, c'est pas avec l'œil. Vous voyez, là, j'aurais eu un microscope pour examiner la table, ça ne m'a pas fait progresser dans le concept de table. J'aurais vu que des molécules de bois, une belle affaire. Et je serais passé à côté des tables en métal ou en pierre. Bon, alors, ou en plastique. Donc, quand je dis l'humanité, il faut de nouveau, vous voyez, c'est elle dont on fait l'histoire. Alors là, maintenant, je vais être positif, je vous l'ai promis, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et là, je vais paraître un peu plus dogmatique, c'est-à-dire que je vais faire de grandes affirmations, de grands découpages, je vais essayer de construire une histoire universelle. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, hein. Mais je fais exprès de le faire d'une manière un peu dogmatique pour que, avec vos questions, vous m'apportiez, bien sûr, la discussion. Et dans discussion, il y a 10, comme dans dispute, comme dans... Hein, il y a des désaccords, et c'est très bien, et heureusement, et ça me fait progresser. Donc, voilà. Et là, c'est le seul philosophe que je vais citer, c'est Hegel, parce que j'ai commis un petit livre dessus, qui va résumer un peu mon propos. Je vous le dis à l'avance pour ne pas se perdre dans les détails et que les arbres finissent par nous faire perdre de vue la forêt. Que pour lui, il y a un sens de l'histoire, c'est la liberté. Un sens, hein. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, hein. Vous savez, un sens, c'est une flèche sur la route. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, on peut avoir un accident avant. Hein. Il peut y avoir une guerre atomique qui fait que tout ce que l'homme a fait est compromis pour des milliards d'années, ou qu'une météorite, hein, si vous préférez un danger naturel, n'est-ce pas, nous pulvérise et notre liberté elle est vite évaporée. Donc, mais quand elle a un sens, quand il se passe un progrès en histoire, c'est qu'on est passé d'une situation moins libre à une situation plus libre. Expliquons-nous, et là je le cite maintenant, cette phrase capitale, citation célèbre, et qui a l'avantage de rendre compte de la totalité de l'histoire. Je résume tout ce que je vous ai dit maintenant, depuis les origines orientales jusqu'à l'aujourd'hui. Aujourd'hui, pouvant être japonais ou californien, peu importe, ou chinois. Donc, les orientaux savaient qu'un seul est libre. Les Grecs sûrs que quelques-uns sont libres. Les modernes savent que tous sont libres. Là, c'est clair parce que vous avez le sens. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est clair. Les orientaux, je reprends, savaient qu'un seul est libre. L'empereur de Chine, le pharaon, le roi des rois en Perse, celui qui bat tous les records de titres, le Négus d'Éthiopie. L'empereur d'Éthiopie dit le Négus, dit roi des rois, dit descendant du prêtre Jean, dit lion de la tribu de Juda, dit donc. Hein, j'aurais bien aimé être
négus un certain temps pour me faire appeler comme ça. Voilà. Bon, ça veut dire les sociétés charismatiques, comme on dit en sociologie historique, n'est-ce pas, où il y a un individu qui a pratiquement tout pouvoir sur tout le reste. L'empereur, bien sûr, les Caligula, les Néron, l'empereur romain, n'est-ce pas. Voilà. Ça, on a commencé par des empires, pas l'homme, hein. L'homme, c'est la préhistoire qui existait déjà depuis longtemps, hein. On parle ici de l'histoire. L'histoire a commencé par des sociétés extrêmement dirigistes à ce niveau-là. Hein. Puis, un progrès à grandes enjambées de l'Orient, c'est-à-dire de 6-7 heures du matin. C'est une métaphore. L'Orient, c'est ça, c'est là où le soleil se lève. Hein. C'est l'aurore de l'humanité. On leur doit ça, sinon on ne serait pas là. Hein. Je ne parle pas de l'Orient géographique, hein. Je ne suis pas en train de parler des Chinois d'aujourd'hui, là. Hein. Je parle des Chinois historiques, là. De l'époque, bien avant l'époque Ming. Donc, l'époque des tambours de bronze, comme on dit dans la Chine très ancienne. Le soleil se lève en Orient. Donc si je compare toute l'histoire universelle à une journée, l'Orient c'est le matin. Étape suivante, à midi, l'histoire s'arrête un instant. Enfin, s'arrête pas, mais il y a vous voyez, un mi-temps sur la Grèce. Et si vous préférez même, je délire un peu exprès, hein, parce que il faut être dans le délire pour être plus vrai, sur Delphes précisément, parce que les Grecs disaient que Delphes est le nombril du monde, le milieu, midi, le milieu de la journée, vous voyez, midi, Delphes, hein, parce que c'était l'endroit le plus sacré, hein, c'est là qu'il y avait l'oracle. Je suis pas très sérieux là. Mais enfin, ce qui est sérieux, c'est qu'à midi, dans le monde grec, il y a un équilibre. Entre la servitude totale et la liberté totale, il y a un équilibre. Ça veut dire, pour la première fois, il y a une société, pas toute la société, il ne faut pas rêver. Il y avait 20% d'hommes libres, 80% d'esclaves à peu près, dans Athènes. Hein. Oh, ce n'est pas les esclaves de Rome à qui on faisait se battre avec des dinosaures, enfin dinosaures, j'exagère, avec des panthères et des ours. Non, c'était pas abominable comme ça, c'était pas encore la décadence romaine. C'était plutôt mieux traité comme, c'est quand même des esclaves. Qu'est-ce que c'est que la lecture pour un citoyen grec? On appelait un esclave, on lui disait, lis-nous le 23e chant de l'Odyssée. À haute voix, on ne lisait pas dans son lit comme ça, en silence, c'est l'oralité, c'est beau. Hein. Donc un esclave qui savait lire. Et les Romains, plus tard, avaient des esclaves grecs qui étaient plus cultivés qu'eux pour leur lire les textes. Bon. Donc les Grecs surent que quelques-uns sont libres. Je vous commente la formulation très précise de Hegel. On est passé de un seul à quelques-uns. C'est un progrès énorme, parce que pour la première fois, le pouvoir politique va dépendre non pas du caprice d'un seul, qui peut dire l'État c'est moi, c'est Louis XIV qui avait dit ça, mais le pouvoir va dépendre de celui qui a su convaincre les autres par la parole, c'est-à-dire au Parlement, à l'apnix, à l'agora. C'est un progrès. Donc ne dites pas la démocratie est née en Grèce. Il y a eu un embryon de démocratie, c'est un progrès énorme pour quelques-uns. C'est déjà énorme. L'histoire, c'est jamais tout d'un coup. Il ne faut pas trop être déçu. Ça a des étapes. Il a fallu des étapes. On l'a vu tout à l'heure. J'ai dit qu'il fallait 10 voyous qui se regardent en chaîne de faïence pour commencer à avoir une chance que la corruption et la démocratie fassent des progrès. Enfin, la corruption, l'honnêteté, pardon. Donc, l'intégrité. Je rappelle au passage que le chef d'État qui a fait changer la Haute-Volta de nom pour la baptiser Burkina Faso, feu Thomas Sankara, que j'ai connu personnellement d'ailleurs, j'ai failli publier ses mémoires, comme je travaillais pour Hachette, ça aurait été un bon coup, malheureusement il a été tué juste avant, le moment où j'allais recueillir le bon à tirer. Il a baptisé son pays, voilà pourquoi j'en parle, Burkina Faso, avec 2 langues différentes, 2 ethnies différentes, pour faire l'unité de son peuple, justement. Il n'y a pas ici des bobos et là des Mossi, il y a des Burkinabés. Un universel national, c'est déjà pas mal. Donc Burkina veut dire intègre ou honnête, ça dépend des traductions. Dans la langue majoritaire, le Mossi, et Faso veut dire pays en dioula, langue qui vient du Mali. Et voilà, pays des hommes intègres. Et je vais vous dire, ce sera ma dernière parenthèse sur Sankara. Pour la première fois, j'ai connu l'Afrique très gamin, mes parents étaient d'administration coloniale, donc, et j'ai connu avant l'indépendance, pendant et après. Et pour la première fois, j'ai vu un événement dans l'Afrique, l'histoire, un événement dans l'Afrique d'après l'indépendance. Jusque-là, c'était des régimes. Les chefs d'État qui ont fait l'indépendance sont déquillés par des généraux, les généraux après sont déquillés dans un coup d'État par des colonels, les colonels par des capitaines, les capitaines par des caporaux, et comme c'est des bidasses qui dirigent un pays, il ne faut pas s'étonner du résultat.
Et là, je voyais pour la première fois des ministres qui roulaient en Renault 5. Dites donc! Alors qu'en Côte d'Ivoire, un sous-fifre, un directeur central, il roule en Mercedes. Et puis il a une 4x4 à la maison pour son épouse. Et là, je voyais des ministres rouler en Renault 5. Et Sankara, il voyageait en classe touriste quand il allait rencontrer les chefs d'État du Nord. Vous voyez, pays des hommes intègres, pays des hommes dignes. Il n'a pas fait long feu. Je vais faire ma parenthèse. Et sur Thomas Sankara. Je continue juste une petite prolongation. Il vient de paraître un livre que je vous recommande qui s'appelle Une nuit à Majinga. C'est une petite brochure de même pas 80 pages. Écrit par François de Negroni, qui est un grand africaniste, un ami, et qui a eu la chance de connaître Sankara alors qu'il n'était pas du tout encore destiné à une carrière de chef d'État, mais comme jeune officier à qui il donnait lui des cours de sociologie dans le cadre des accords de coopération entre la France et la Haute-Volta à l'époque, à Madagascar, où il y avait un prytanée militaire, où les jeunes officiers de différents pays d'Afrique recevaient une formation complémentaire de leur formation strictement militaire. Lisez cette admirable Nuit à Majinga, les dialogues entre l'auteur, donc François de Negroni, qui était coopérant, et ce jeune officier dont il a vu tout de suite qu'il était différent. Voilà. Une nuit à Majinga. Donc, quand je dis l'humanité, vous voyez, je reviens à Hegel qui nous a donné une programmatique, là, vous voyez. Donc on peut discuter, mais qui a le mérite d'être clair, et surtout, de donner un sens à l'histoire. Ça peut être dangereux de donner un sens à l'histoire. Je donne un sens qui m'arrange, et très vite, je suis dans le totalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde doit converger vers un peu le même truc, vous voyez. Je fais l'antithèse moi-même. Le grand avantage avec Hegel, c'est qu'il renvoie dos à dos ceux qui disent l'histoire n'a pas de sens. Il y a de très belles phrases de Shakespeare, je ne vais pas vous donner tous là-dedans, que c'est une histoire de fou, comment c'est la phrase, je m'échappe. L'histoire est écrite par un idiot plein de bruit et de fureur qui ne signifie rien. Alors tu répètes plus longtemps parce qu'elle est très belle cette phrase. Vas-y, c'est le Shakespeare, il faut le déclamer. L'histoire est écrite par un idiot pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Voilà. Alors on peut dire que c'est ça. C'est un des personnages qui dit ça, Shakespeare. C'est pas l'opinion de Shakespeare, c'est son opinion à ce moment-là par ce personnage-là, mais Shakespeare c'est tous ces personnages, c'est ça qui est magnifique. Comme Dostoïevski, il est chacun de ces personnages, même les femmes, il est tout ça. Donc, il est l'épileptique et il est le grand banquier. Non, il y a ça d'un côté, l'antithèse, c'est qu'il y a un sens, mais un sens, c'est que tout converge vers l'homme blanc civilisé. Il y a une époque où quand on demandait ce que c'est qu'un homme, en gros, un homme, c'est quelque chose qui est blanc, qui est adulte et qui est raisonnable. Le fou, l'enfant et le sauvage n'étaient pas dans l'humanité, vous voyez. Il faut faire attention. Hein. Le mot sens peut être piégé. Toutes les rivières, dans un cône de réception, comme on dit géographique, convergent vers un cours d'eau qui va donner un fleuve, petit à petit, n'est-ce pas, avec les confluents de tous ces cours d'eau. Voilà. Avec Hegel, vous renvoyez dos à dos les deux en disant il y a un sens. Donc là, ça donne raison apparemment au danger totalitarisme, mais ce sens, c'est la liberté, et là, c'est l'inverse. Précisément. Ce sens, c'est d'aller vers l'individu, vers autant d'individus libres que possible. Donc, les orientaux savaient qu'un seul est libre, les Grecs sûrs que quelques-uns sont libres, les modernes, dans son esprit, c'est lié géographiquement à l'Occident, mais pas du tout historiquement. Hein. La liberté peut migrer, la preuve d'ailleurs, c'est qu'elle a migré en Amérique à partir du XVIIe siècle, et l'humanité européenne, et surtout c'est lié à l'Occident, on va voir après ce qu'on s'appelle problématique, et à sa religion. Le christianisme met fin à l'Antiquité, ça c'est les historiens eux-mêmes qui sont consensuels là-dessus, hein, qu'on le déplore, qu'on s'en félicite, ça c'est l'opinion de chacun. Hein. Je dis ça parce qu'il y a un néopaganisme qui couvre ses griffes, en ce moment, si vous regardez bien dans le retour des idées d'extrême droite un peu, bon, pourquoi pas. Mais je veux dire, il y a un néopaganisme, je veux dire que le Dieu chrétien il est totalitaire, transcendant, unique. Vous avez lu ça, hein, les pas besoin de moi, ça se lit sur tous les sites d'internet. Il faut ressusciter les dieux païens. En Bretagne, il y a les cultes solaires le 21 juin, là. Vous avez vu ça? Et ma femme me disait qu'à l'époque nazie, elle avait de bons souvenirs. Elle détestait les nazis. Hein. C'est la génération d'après la guerre. Dès qu'elle a eu son bac, elle m'a dit mon rêve c'était de venir à Paris, fumer des gauloises et rouler hors de chevaux et écouter du jazz. Oui. Et je finis l'anecdote personnelle très vite. Elle a 2 frères, l'un est en Australie, l'autre est en Espagne, elle est en France. Ça c'est la génération des Allemands d'après-guerre.
c'est pour vous dire qu'elle est au-delà de tout soupçon. Mais enfin, c'est pas de sa faute quand elle était petite. Ses parents l'ont dressée pour qu'elle aille embrasser le Führer à Nuremberg. Oui. Et elle me disait qu'elle avait très bons souvenirs des jeunesses hitlériennes. Elle était toute gamine, hein, parce qu'on faisait des feux de camp. À la 21 juin, on célébrait les dieux païens. Voilà où je veux en venir. Les dieux païens, la ferblanterie, faites attention, ça revient à la mode. J'ai rien contre les dieux païens. Je suis contre le ressentiment qui les fait ressurgir dans ces périodes de récession, de crise que nous vivons, où la boue remonte à la surface, vous voyez. Vous mettre en garde. Et alors Hegel, à l'inverse, dit que le christianisme, on laisse de côté le point de vue métaphysique religieux, là. On n'est pas dans le point de la croyance. C'est un autre dossier très profond, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Quelle est sa fonction historique au christianisme? C'est qu'il a supprimé l'esclavage. C'était peut-être même pas son intention au départ, c'est pas la question, n'est-ce pas? Mais en disant tu ne t'abaisses devant personne, devant aucun homme, tu rends César ce qu'est à César, à Dieu ce qu'est à Dieu. Hein. Je veux dire, on ne s'abaisse que devant Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais là, donc on s'abaisse devant personne. Et c'est vrai qu'on passe au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ça va être progressif, encore une fois, c'est pas un 31 décembre à minuit qu'on est passé de la servitude à la liberté, c'est pas ça l'histoire. Il y a eu le servage, n'est-ce pas, pendant le Moyen-Âge. C'est pas pareil que l'esclavage. L'Église est intervenue. Je suis en train de prendre la défense de certaines fonctions de l'Église. Il y a des moments où l'Église a joué un rôle civilisateur et progressiste extraordinaire. Je l'ai montré tout à l'heure avec le Hora et la Bora, ces êtres un barbare ravageur. Il construit et cultive un peu. C'est comme ça qu'on a eu le vignoble de Champagne, hein, quand même. Pas seulement le vivrier. Et je dis ça parce que c'est un moine dont Pérignon. Hein. Et surtout, le fait que, vous comprenez, pour que le christianisme s'est répandu comme un traîner de poudre à Rome, surtout dans la partie de la société qui était esclave. À cause de ce discours qui promettait un salut, vous voyez, consolation aux souffrances, etc. Au point que même les adversaires acharnés du christianisme, comme Nietzsche par exemple, c'est défendable, hein, je ne suis pas en train de faire du jugement de valeur tranché là. Mais un Nietzsche, par exemple, dit que le christianisme, la démocratie, le christianisme, le communisme, tout ça, il met ça dans le même sac, c'est des morales d'esclaves. Jaloux des êtres d'exception que nous sommes sans doute. Merci. Voilà. Donc, on a parcouru, si vous voulez, s'il devait y avoir une histoire universelle, il faudrait examiner dans chaque cas ce qui nous a libérés. Mais attention, ça peut être le passage du silex éclaté à la pierre polie. Je ne suis pas en train de dire les grandes civilisations seulement. C'est un progrès énorme, c'est pas de passer à la pierre polie, c'est un progrès énorme de passer à l'arc. Parce que, vous savez, chasser à l'épieu comme ça, des très gros gibiers de près, il en revenait pas. Il y en a beaucoup qui ne revenaient pas de la chasse, hein, qui laissaient la peau. Avec l'arc, on a commencé à voir les armes de jet. C'était énorme, le licol, vous savez, au Moyen-Âge. Au milieu du Moyen-Âge, ça fait un boom économique lorsque on a commencé à mettre le collier qui permettait au cheval de tirer la charrue sans s'étrangler. Quand je dis la liberté, c'est tout ça. C'est pas avoir des idées de liberté dans la tête. Non, non. Il faut qu'il y ait les moyens de devenir libre, ce que Rousseau a fort bien vu, n'est-ce pas, pour que la liberté commence à entrer dans les sentiments et dans la tête. Voilà. Je crois que j'ai été clair dans la dernière partie, mais comme elle est plus systématique, elle est plus discutable, donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis là-dessus. Je ferai une dernière phrase pour vous inciter à intervenir, c'est qu'il y a au moins 3 raisons d'intervenir. À ceux qui enseignent, je conseille de bien écouter ce que je veux dire là-dessus. Il y a 3 raisons pour que les élèves lèvent le doigt, voilà ce que je veux dire. Premièrement, on n'a pas compris et on voudrait une explication sur un point, c'est la raison prioritaire. Deuxièmement, on a compris, mais on voudra en savoir un peu plus, sur un point qui semble plus intéressant que les autres. Et troisièmement, enfin, on a compris, on a prolongé, mais on n'est pas d'accord. Voilà. C'est bien une de ces raisons-là. Alors je vous passe la parole. Merci Dominique. Merci à vous.